Il existe plusieurs exemples où l'humanité a corrigé ses erreurs, ou est au moins en train de le faire. Cela a été accompli grâce à un parcours complexe, car cela nécessite plus qu'une simple idée. Nous dépendons souvent d'un changement total des coutumes et des idéologies. Cependant, grâce à l'information, une prise de conscience se développe chez les gens. Certains animaux sont en train de restaurer leur population, et bien qu'ils soient encore menacés, leur situation n'est plus aussi critique qu'elle a été. Une espèce qui entre dans cette catégorie serait le lamantin des Caraïbes. Ce mammifère se trouve communément le long des côtes du continent américain et de ses îles situées dans l'océan Atlantique, des États-Unis, par exemple en Floride, au Mexique, aux Bahamas, au Costa Rica, à Cuba, en Haïti, en République dominicaine, au Panama, en Colombie, au Venezuela, en Guyane française, entre autres pays des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ils sont capables de supporter des eaux à forte concentration de sel, mais en même temps, on les observe dans des eaux douces sans aucun problème. Cela leur permet de se trouver dans des rivières, des estuaires, des canaux, des bailles, qu'elles soient claires ou boueuses, dans des eaux de 1 à 5 mètres de profondeur, dans les régions tropicales et subtropicales. Tous les lamantins appartiennent à l'ordre des Siréniens, très semblable aux pinnipèdes mais entièrement aquatiques, herbivores, et cette espèce présente 2 sous-espèces. Leur longueur atteint environ 3 mètres, mais il existe des rapports d'individus mesurant 4,50 mètres de la tête au bout de la queue, avec un poids de 400 à 600 kg, et les plus grands pesant 1 tonne 500 kg. Ils sont principalement de couleur grise, certains présentant des teintes brunes, tandis que les jeunes, pendant leur croissance, ont une couleur sombre qui disparaît progressivement. Leurs corps cylindriques n'ont pas de cou défini, leurs lèvres sont préhensile et ils peuvent les projeter vers l'avant pour manger, tandis que l'ouverture est en position ventrale. Au-dessus se trouvent leurs narines, avec des membres qui ont évolué en nageoires, tandis que la queue est fusionnée en une seule structure, contrairement aux pinnipèdes où elle est bifurquée. Ils présentent également de 3 à 4 griffes sur chaque nageoire. Leur dimorphisme sexuel se caractérise par le fait que les femelles sont plus grandes que les mâles. C'est une espèce solitaire qui s'est développée dans des lieux sans prédateurs, ce qui fait qu'elle n'a pas développé de comportement complexe pour sa défense. De plus, elle bénéficie d'une température constante et la nourriture y est assez abondante, ce qui rend très rare de les voir se nourrir ensemble au même endroit. Ils ne sont pas territoriaux et aucune hiérarchie n'a été observée. On les voit nager très calmement en bougeant leur queue pour avancer. Mais contrairement à leur forme et apparence, ils sont étonnamment rapides et agiles dans l'eau, capables d'éviter des objets, de nager à reculons et même de faire des sauts périlleux hors de l'eau. Ils sont actifs de jour comme de nuit, se reposant à la surface ou au fond pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils se reposent dans les parties inférieures, ils remontent à la surface pour prendre des bouffées d'air à intervalles de quelques minutes. Il est rare que leur peau se couvre d'algues, ce qui s'expliquerait par le fait qu'ils muent constamment, rendant difficile l'adhésion à leur peau. Leur communication repose sur des grincements pour interagir avec leurs congénères, l'odeur est également importante. On peut les voir se frotter contre des surfaces dures pour y laisser une sécrétion, surtout pendant la saison des amours pour les femelles. Pour nager, ils utilisent la vue, très utile, mais si l'eau est trouble, ils ont des poils tactiles, appelés vibrisses, sur leur visage, ce qui est raisonnable, mais chaque poil de leur corps est structuré de la même manière, interagissant avec les stimuli hydriques de leur environnement. Ce sont des animaux herbivores qui ont développé une série d'adaptations pour se nourrir, comme leur bouche, qui les aide à chercher des algues au fond et à saisir un grand nombre d'entre elles grâce à la mobilité de leurs lèvres supérieures. On peut également les voir creuser les fonds aquatiques avec leurs nageoires et leurs griffes pour exposer des racines et les manger. Leur nourriture a tendance à être très fibreuse, ce qui use leurs dents, mais ils compensent avec leurs molaires qui sont remplacés tout au long de leur vie. Ainsi, ils pourraient mourir, comme les éléphants, s'ils n'ont plus de dents pour mâcher. Mais cela n'est que ma propre spéculation. Leur alimentation est très pauvre en nutriments, ils doivent donc se nourrir de 6 à 8 heures par jour, consommant jusqu'à 100 kg quotidiennement. Ils ont développé un gros intestin où la cellulose est stockée et décomposée par des bactéries pour obtenir plus de nutriments. Pendant la saison des amours, qui peut survenir à tout moment de l'année, des groupes d'une vingtaine de mâles se forment autour d'une femelle pendant des semaines voire un mois, jusqu'à ce que l'un d'eux lui plaise et qu'ils se reproduisent. Plus la mère est jeune, moins elle est préparée à s'occuper de son petit et donc moins elle a de succès. La gestation dure de 12 à 14 mois, donnant naissance à un seul petit, bien que des naissances gémellaires aient été rapportées.
Le seul lien parental est avec la mère. Ce bébé, à la naissance, mesure 1,40 m, pèse de 27 à 32 kg et a des molaires. Il commencera donc à manger des plantes après quelques semaines, mais dépendra du lait de sa mère, devenant indépendant vers l'âge de 2 ans. Ils atteignent la maturité sexuelle pour les mâles entre 9 et 10 ans et pour les femelles entre 4 et 5 ans. Mais elles ne sont pas capables de s'occuper d'un petit avant 8 ou 9 ans et ont un intervalle entre les naissances. De 3 à 5 ans. Si le petit meurt, cet intervalle peut être raccourci. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est de 30 ans. Il est très rare qu'ils aient des prédateurs, mais il est courant qu'ils soient blessés par la technologie, notamment lorsque des bateaux ou des motomarines les heurtent. En effet, beaucoup de cicatrices sur leur corps résultent d'impacts ou de coupures causées par les hélices. En captivité, ils atteignent également environ 30 ans, ce qui indique qu'ils s'adaptent bien aux aquariums et zoos qui les hébergent, car leur espace est vaste, mais ils n'ont pas besoin de migrer tant qu'ils ont de la nourriture en abondance. Ils sont classés comme vulnérables. On pense que leur population a beaucoup diminué pendant un certain temps dans certains endroits à cause de la chasse, mais après son interdiction, ces nombres se sont améliorés. En fait, actuellement, ce sont aussi les activités humaines qui causent la majorité des morts, comme les collisions avec les embarcations mentionnées précédemment, mais aussi les prises accidentelles dans les filets et les pièges de pêche où ils risquent de se noyer, ainsi que la dégradation et la perte de leur habitat dû à l'agriculture et à l'industrie, sans oublier leur faible taux de reproduction. Pour améliorer ces conditions, il faudrait surveiller de près les filets de pêche lorsqu'ils sont installés, pour empêcher qu'ils ne s'y coincent, en rappelant qu'ils ne nagent pas à de très grandes profondeurs, donc les placer dans les parties inférieures peut aussi être une solution. Pour les embarcations, je pense à la création de moteurs scellés, quelque chose de similaire aux turbines d'avion, ce qui éviterait les coupures qui leur sont souvent fatales ou provoquent des infections. Il faut respecter les zones où ces véhicules peuvent circuler, en le faisant avec précaution ou en plaçant des objets peu flottants autour pour que lorsqu'un bateau approche d'un lamentin, celui-ci soit alerté et se déplace, et il faut également capter complètement les déchets industriels pour éviter qu'ils n'entrent dans l'eau. Leur rôle dans l'écosystème est de maintenir l'équilibre des populations de plantes aquatiques. Et pour les endroits qui les considèrent comme une faune, ils sont une source importante de tourisme attirant de nombreuses personnes venues les observer. Un animal aquatique que l'on pourrait dire très semblable aux phoques, mais sans lien génétique jusqu'à un ancêtre très lointain, avec certains problèmes à corriger. Mais qui sert d'exemple, c'est le lamantin des Caraïbes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me suivre. Sur Facebook, je publie quelques vidéos et des choses intéressantes par ce biais. Sur Instagram, je publie des photos de choses intéressantes et sur Twitter, vous pourrez voir un résumé de toute mon activité que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. J'ai également une page Patreon où les gens peuvent sponsoriser ce projet pour qu'il grandisse beaucoup plus vite. Vous pourrez voir la récompense qui vous convient ou vous plaît le plus, également disponible dans la description. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'espagnol, je rappelle que vous pourrez profiter de toutes les vidéos sous-titrées en anglais, allemand, français, italien, coréen, japonais, portugais, russe et hindi. N'oubliez pas de passer sur ma chaîne City Gamer, où je publie des gameplays, des personnages de comics et techniquement toute idée qui me vient pour en faire une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.